Bienvenue sur Radio SH, il est exactement, 20h et 30 minutes et 30 secondes. Vous avez rendez-vous avec l'actualité du climat, bien entendu, avec, et ce soir on est toujours en petit comité, on retrouve notre ami, effectivement, Pierre, tout à l'heure, pour la météo. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi, Fred. Effectivement, météo maussade, fraîche et tout ça, mais ça va un peu s'améliorer, on verra ça avec toi tout à l'heure. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut relever avant la météo quand même l'exception quand même de cette neige qui est quand même tombée aujourd'hui sur les sommets. Oui, bah, du côté de chez toi, en plus, pas très loin donc de la Suisse, dans les Alpes, à la frontière italienne, une neige précoce et puis qui est tombée à des altitudes comprises entre 2000 et 2500 mètres, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, on a même eu de la neige jusqu'à 2200 mètres parfois effectivement sur certains reliefs. Alors on te retrouve tout à l'heure Pierre pour la partie météo. Tout de suite c'est l'info climatique. Alors l'info climatique ce soir, on va commencer effectivement avec les nouvelles qui nous sont parvenues, pas grand chose. On rappellera les trois dernières nouvelles effectivement qui se sont passées effectivement avec des crues torrentielles et des glissements de terrain qui ont fait 25 morts dans la province chinoise du Sichuan. Il y a également eu un séisme de magnitude 6,6 au sud-ouest de la Chine qui a fait au moins 30 morts, on rappelle, et un feu de forêt qui a parcouru donc 500 hectares dans l'Hérault. Cet incendie de forêt a donc parcouru 500 hectares de pinèdes et de garrigues dans le sud de l'Hérault et nécessitait donc l'évacuation de quelques 400 personnes sur place. Près de 200 pompiers ont toujours été engagés et une reconnaissance aérienne est prévue avec l'intervention éventuellement d'un bombardier d'eau du département pour sécuriser les derniers brûlages. Aux dernières nouvelles, cet incendie est enfin maîtrisé. Alors effectivement, ce soir, pas beaucoup de nouvelles climatiques. Malheureusement, ça arrive de temps en temps. On peut tout de même noter qu'on a quelques nouvelles long terme avec ces températures toujours très froides du côté de la Russie. On rappelle qu'il a gelé hier. Également du côté de ces chutes de neige, du côté de la Snow Valley, ça elle porte bien son nom. Et également une nouvelle qui nous apprend ce soir que les volcanismes éruptifs dites explosives ont eux engendré l'Ice Age de 1275 à 1300 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ces derniers Ice Age auraient été provoqués effectivement par des volcans, également celui de 1430 à 1455. Et ben oui, là il y avait également, ça coïncidait avec l'éruption de plusieurs volcans explosifs qui ont relâché dans les 50 ans qui ont suivi 60 tonnes de sulfure de soufre. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour le climat. Pas de grand chose à se mettre sous la dent, à part qu'on peut dire que le climat est froid en ce moment, surtout sur les zones nord, puisqu'il a neigé du côté également de la Norvège. Il fait très froid sur le nord de l'Europe, mais ça devrait quand même s'améliorer ces prochains jours. On le verra d'ici quelques instants. Alors tout de suite, puisqu'il n'y a pas trop d'infos, on vous propose de passer tout de suite à l'actualité solaire. Et c'est tout de suite. L'actualité solaire ce soir sur Radio SH, si tout ne veut pas se mettre en route, merci la musique, avec effectivement la tache solaire unique qui se balade actuellement, le groupe 2670 avec une tache solaire classée alpha est sur le point de disparaître durant les 6 prochaines heures puisqu'il est sur le bord ouest-est du soleil, donc tout près du bord invisible, la face cachée du soleil. Actuellement, il y a 11 taches sur le soleil, dû toujours à cette zone qui continue à diminuer fortement et dangereusement pour elle d'ailleurs. Les chances de voir une éruption solaire avec cette faible activité sont
quasi nul, pas d'autres taches en vue, donc on aura certainement un soleil blanc en vue. Du côté du magnétomètre de Kiruna, après avoir été moins 50, il est retourné à 0 et il se stabilise à 0. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Du côté des activités aurorales, les graphiques nous disent que la vitesse du vent solaire est actuellement de 449,3 km/s, c'est faible à moyen. La densité du vent solaire est tombée, on va dire, de pratiquement 10 à 7,5, c'est toujours faible, et la direction du champ magnétique est passée méridionale à moins 5,85 nanotesla, c'est moyen. Ce qui pourrait sauver aujourd'hui la chance d'une aurore boréale, c'est la force du champ magnétique qui est actuellement de 10,89 nanotesla, et c'est moyen. Du côté du KP index observé, il est actuellement de 2, mais il devrait remonter à 3 dans les prochaines heures. Les chances de voir une aurore boréale, justement, sont de 30% en haute latitude et seulement 1% en latitude moyenne. Les chances d'une éruption, quant à l'éruption M ou X, sont quasi nulles. Et du côté de la phase de la Lune, actuellement, la phase de Lune est toujours lune gibbeuse décroissante. Et oui, on va vers la Lune noire, appelée aussi, nouvelle Lune. Du côté de l'actualité solaire, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent. On peut peut-être rappeler le cycle solaire pour ceux qui l'ont loupé l'autre jour, est en légère en légère baisse, puisque le nombre de sunspots en tache solaire est passé de 11,6 à 11 de moyenne, à la place d'un 17 qu'il devrait y avoir actuellement. Par contre, le flux solaire est lui en légère hausse, il est passé de 74,8 à 77,7 et il a juste à peine dépassé sa moyenne de 77,2 qui était prévue. Voilà donc au niveau des éruptions au niveau C, M et X, on prend que des C actuellement pour 2017, il y a eu 125 classe C et en 2016 il y avait eu 320. Voilà, l'année est encore partie terminée, mais ça s'annonce mal pour effectivement battre ce score. Au niveau effectivement du cycle solaire, on peut dire que cette année, le nombre de sunspots, jours sans tache solaire, était de actuellement 56 jours. Eh oui, 56 jours. Ça représente 25% de l'année pour 2017. On rappelle qu'il y avait eu 32 jours seulement, 9% en 2016. Voilà. Et pour ceux qui vont observer les Perséidés, donc on est toujours dans le spatial, et c'est le moment, puisque le 12 août on atteindra le pic, et il y aura 40% d'avoir une tempête mineure, d'aurore, pas d'aurore boréale, mais justement d'étoiles filantes, puisqu'on va traverser effectivement le reste des comètes dit Swift Tuttle 109P, et qui passe chaque année dans le sillage de notre planète. Cette année, le spectacle pourrait être quand même gêné par la Lune jusqu'aux alentours des 23 heures. Ensuite, il y a une petite chance de voir quelques belles étoiles filantes, surtout si vous éloignez donc des villes, allez à la montagne pour avoir un ciel totalement noir et sans perturbation. On dit pollution donc lumineuse. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir pour l'activité solaire et en même temps spatiale avec ces ces jolies étoiles filantes à voir. Donc on rappelle ces 2 prochains jours et surtout samedi ou dimanche. Profitez-en puisque le ciel devrait s'arranger. On va le voir avec notre ami Pierre tout à l'heure. On passe tout de suite à l'activité sismique et volcanique. On revient les pieds sur terre.
L'activité sismique et volcanique sur Radio Essage, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des séismes quand même aujourd'hui, pas de grands nombreux séismes, il y en avait quand même un de 6,2 à noter, à Luzon, aux Philippines, qui a fait trembler les bâtiments, tout le monde a eu très peur et pour le moment on ne dénombre pas de victimes ni de gros dégâts pour l'instant. Du côté des autres séismes, il y a eu un séisme de 5,2 à 15h36 à Tinabar, Islande, et ça se trouve en Indonésie. Ensuite, on descend en direction de la Nouvelle-Zélande. Nous en avions un 4,4 à 7h20 du matin. Il était aux îles Fidji. Ensuite, un autre séisme a eu lieu du côté de Andaman Island dans la péninsule indienne. Donc, il était seulement de 4,6 et il a eu lieu à 3h34 du matin. Ensuite, en Eurasie, nous avons également eu un séisme du côté du sud de l'Italie, un 4,5 à 2h38. Nous avons également eu un 4,15 à Taïwan à 1h58 du matin, l'autre de 4,3 à 2h04 du matin du côté des îles Mariannes. Et si nous montons en direction des îles Aleutiens, là aussi, un 4,1 s'est produit à 14h39. Et enfin, du côté du sud de l'Alaska, il y a également eu un séisme à 6h18, il était de 4,9. On n'oublie pas les côtes du nord de la Californie qui ont été touchées par un séisme hier à 19h qui était donc de 4,6, à noter quand même. Des séismes qui se sont produits du côté de Mona Passage, ça se trouve dans les Caraïbes, à 13h03 et il était donc de 4,3. Un autre séisme s'est produit de 4,3 sur la frontière Chili-Argentine. Et enfin, un séisme de magnitude 4,2 a eu lieu à 8h53 au large des côtes donc du centre du Chili. Voilà donc ce qu'on peut dire ce soir pour l'activité sismique. Côté volcan, on va passer au Nevada del Ruiz, au Colombie, et le niveau d'activité se poursuit donc au niveau d'activité jaune, niveau 3 sur 4. Évolution du comportement de l'activité volcanique. En ce qui concerne donc le suivi de l'activité du volcan Nevada del Ruiz, le Columbia Geological Service rapporte qu'au terme de la dernière semaine, les différents paramètres de surveillance montrent actuellement que le volcan Nevada del Ruiz continue d'afficher un comportement instable. La sismicité causée par la fracturation des roches qui composent le volcan a mis en évidence une augmentation significative à la fois du nombre de tremblements de terre et de l'énergie sismique dégagée par rapport à la semaine précédente. Les tremblements de terre se situaient donc principalement dans le secteur du sud-ouest et dans une moindre mesure dans les régions du nord-est, donc du cratère Arena ainsi que ses alentours, à des profondeurs allant de 1,4 à 5,4 km. Une augmentation de ce type de sismicité a été observée depuis le 1er août. Également, l'activité a été suivie à une distance moyenne de 3,9 km au sud-est du cratère Arena, à des profondeurs comprises entre 2,3 et 4,1 km. L'ampleur maximale enregistrée pendant la semaine était de 2,3 magnitude locale, correspondant donc à un tremblement de terre enregistré le 2 août à 15h01, heure locale, située donc dans le secteur sud-est à une profondeur de 3,3 km. L'activité sismique associée à la dynamique des fluides à l'intérieur du conduit de la structure volcanique a donc montré une légère diminution du nombre de tremblements de terre enregistrés à l'énergie sismique dégagée par rapport à la semaine précédente. Ce type d'activité a été caractérisé par principalement l'apparition de multiples séismes de fluides, le type longue période et de longue période, ainsi que des impulsions de trémors avec des niveaux de durée et d'énergie variables. La déformation volcanique mesurée à partir d'un clinomètre électronique du système de navigation par satellite GNSS et d'images satellitaires montre qu'actuellement
La variation de l'inclinaison de la position de la forme des volcans continue d'enregistrer un processus dit déflationniste autour des derniers jours. Donc c'est pas en train de gonfler, c'est plutôt en train de diminuer. La colonne de gaz et de vapeur atteint une hauteur maximale de 850 mètres mesurée au sommet du volcan le 3 août. La direction de dispersion de la colonne prédominait donc vers le nord-ouest par rapport au cratère Arena. Donc rien d'important du côté de ce volcan. Le piton de la fournaise. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire? L'éruption a débuté donc toujours le 14 juillet à 0h50 local. Se poursuit donc. Le tremor volcanique indique une relative constance depuis 4 jours et se maintient à un niveau d'activité d'intensité assez bas. Les séismes tectoniques a été enregistré sous le cratère Somminou au cours de la journée de hier. Toujours un séisme inflation dans l'ensemble du cône terminal du volcan est toujours observé. On rappelle pas plus d'1 centimètre depuis le début de cette éruption, donc pas énorme. Dû aux mauvaises conditions météorologiques, aucune reconnaissance cette fois-ci autour du terrain, sur le terrain, ni aucune estimation des débits par méthode satellite n'a pu être fait à ce jour. Et au niveau du Fuego Guatemala, au cours des dernières heures, il y a eu de fortes précipitations dans la zone volcanique. Pour cette raison, des lahares modérées descendant des ravins Santa Teresa, affluent de la rivière Pantelon, Ceniza, Las Blajas et El Jute, affluents des rivières Achicute et Gualcatlat. Ces lares portent des matériaux volcaniques fins, des blocs de diamètre d'environ 2 mètres, des troncs et des branches. L'activité constante qu'a maintenu le volcan Fuego autour des derniers mois a généré des dépôts de matière volcanique dans les principaux ravins. Une raison de l'accumulation d'humidité des pluies constantes dans la région volcanique, il existe une possibilité de descente de lave importante. Ceux-ci peuvent endommager les voies d'accès et les passages de véhicules entre Siquinala et Saint-Andrés-Orsuna, San Pedro Yopocalaga et Sangre de Cristo, ainsi que Ede du Rodeo et Guadalupe. Entre autres, ceci indique pourquoi les précautions doivent être prises et qu'il ne faut pas rester à l'intérieur des canyons, sinon vous allez être emporté par des lares. Heureusement, ces lares n'emportent pas cette fois-ci de gaz volcanique ni de température très haute puisque l'éruption est en diminution. Également en éruption le Kilifuchawashka au Kamachka, donc il est de couleur d'aviation orange, précédemment c'était orange, et il faut faire attention, ce volcan culmine à 4750 mètres, et lorsqu'il émet des nuées de cendres, ceux-ci peuvent monter jusqu'à 5 km d'altitude, voire plus, entre 8 et 10 km lors d'éruptions plus importantes. Voilà, actuellement il y a un nuage de 5000 à 5500 mètres, 5 à 5,5 km d'altitude, donc si vous êtes un avion, faites attention lors de son passage. Voilà donc ce soir pour la première partie météo et climat. On se retrouve pour la partie météo tout de suite après une petite pub de nos annonceurs, bien entendu, et oui, Géonda. Pluie, vent ou soleil, c'est la météo sur Radio Ice Age. Et oui, la météo sur Radio Ice Age, on retrouve notre ami Pierre, donc pour ses prévisions météo, pour le temps qu'il va faire bien entendu ce soir et demain. Bonsoir à toi Pierre. Bonsoir à toi Fred, et bonsoir à nos auditeurs. Donc, concernant la météo de ce soir, ce soir ce sera une nuit assez calme sur l'ensemble du territoire, à part 2-3 gouttes à compter sur les côtes bretonnes, sur la Manche et ainsi sur la Normandie également. On pourra retrouver aussi 2-3 gouttes isolées sur la région du Grand Est. Donc ailleurs, les températures, le temps sera donc assez calme ailleurs. Donc on retrouvera notamment 2-3 précipitations sur le sud de la Corse. Côté température, cette nuit, elles seront comprises entre 12 et 17 degrés pour la moitié nord et de 16 à 19 degrés tout de même pour la moitié sud. Demain matin, nous allons retrouver un temps un peu plus agité puisque la France sera littéralement coupée en deux, puisque donc on retrouvera des perturbations
sur toute la moitié nord, hein, donc des côtes bretonnes jusqu'au Grand Est. Et ailleurs, sur la partie sud, donc un grand soleil régnera, donc avec... oui, merci. Et donc le soleil il sera à peine gâché par deux trois cumulus inoffensifs demain matin. Côté température, elles sont comprises déjà dès le lever du soleil de 16 à 18 degrés pour la moitié nord et de 17 jusqu'à 25 pour la moitié sud. Demain après-midi, nous prenons les mêmes et on commence avec donc toujours une France coupée en deux. Hein, donc on retrouvera un ciel ennuagé, mais pas de précipitations cette fois sur la côte bretonne. Et puis, sachant que les précipitations vont se décaler vers l'est petit à petit, mais elles engloberont toujours la partie nord, hein, et on retrouvera peut-être deux, trois rayons de soleil sur la Normandie et sur la Manche. Ailleurs, bah, toujours rien à dire pour la moitié sud, un ciel lumineux, à peine accompagné par deux, trois nuages. Côté température, elles seront comprises demain après-midi entre 18 et 23 degrés pour la moitié nord et de 20 jusqu'à 29 degrés pour la moitié sud. Voilà pour demain, Fred. Oui, merci Pierre pour ces détails. Effectivement, on va faire maintenant le point complet sur la France en détail pour samedi et dimanche. Et ben oui, samedi en fin de nuit, les températures seront frisquettes sur le nord-est, pas plus de 12 à 15 degrés, ça sera vraiment le grand maximum. Et en plus de ça, tout au nord, vous aurez de la pluie et sur le nord-est, ça sera en général très nuageux et humide. Il y aura quelques gouttes par-ci, par-là. Sur le centre-est en fin de nuit, entre 14 et 15 degrés également, peut-être 18 vers Valence, mais alors c'est vraiment pas sûr. Près des reliefs, ça sera même 11 degrés. Et le temps devrait être nuageux encore tôt le matin, mais rapidement le soleil devrait prendre le relais, surtout sur la partie ouest, où là on n'aura plus que quelques cirrus. Et puis c'est de bon augure pour les fêtes de Genève, et effectivement le grand feu d'artifice qui aura lieu à 22 heures. Du côté du sud-est du pays, il fera grand beau avec là des températures élevées au petit matin, déjà 17 à 20 degrés sur le sud-ouest, temps assez nuageux près de l'Atlantique, ensoleillé près des Pyrénées, température comprise entre 15 et 19 degrés, 14 seulement pour le centre-ouest, mais là ça se comprend puisque ça sera très nuageux et de la pluie sur une partie du nord-ouest arrivant de Bretagne, avec des températures frisquettes entre 12 et 13 degrés. L'après-midi, toujours nos pluies sur la moitié nord, gagnant parfois les régions du centre, comme du côté de Paris également, quelques pluies entrecoupées de passages très sombres, puisque ça sera très nuageux, on ne verra pas le soleil sur le nord-est, et les températures seront pas chaudes, 17 à 19 degrés, voire 21 seulement du côté de Lille, mais alors ça sera vraiment l'exception. Sur le centre-est, le beau temps devrait régner progressivement de plus en plus, avec quelques voiles de nuages élevés, un vent vraiment très faible, idéal, comme je vous ai dit, pour les feux d'artifice. Donc venez nous rejoindre en Suisse, au lac de Genève, ou le lac Léman plus particulièrement. Il fera entre 22 et 24 degrés, ça sera agréable. Par contre, la nuit, couvrez-vous, on n'annonce pas plus de 11 degrés vers 22 heures. Du côté du sud-est, le beau temps régnera en maître avec de 26 à 29 degrés, 29 pour Montpellier sur le sud-ouest, temps ensoleillé avec quelques voiles de cirrus, 21 à 28 degrés, 28 du côté de Perpignan, 18 seulement sur le centre-ouest, toujours avec un temps très nuageux, et tout le nord-ouest restera sous les nuages, possiblement une ou deux gouttes, mais ce sera la fin normalement des précipitations, pas de soleil, et 17 à 20 degrés de prévu. Et dimanche matin, en fin de nuit, les températures sur la moitié nord seront comprises entre 12 et 16 degrés au maximum, et sur la moitié sud de 14 à 20 degrés. Avec ceci, le temps sera assez nuageux sur la moitié nord le matin, quelques trouées du côté de la Bretagne ou encore du côté des frontières belges, sinon ça sera très nuageux. Sur le sud, plus vous irez vers le sud-est et sud-ouest du pays, plus il fera beau. On aura quand même, on va dire, un axe Agen-Chambéry qui sera un peu en nuageux avec de timides éclaircies. On rappelle que les températures maximum atteindront 26 degrés du côté d'Ajaccio ou encore 25 degrés du côté de Montpellier. Et pour lundi, on va dire... on n'a pas dit en fait.
on s'est trompé. Voilà, ça c'est les températures du matin. On va parler des températures de l'après-midi. Effectivement, hein, c'était pas 25 mais 28 degrés de maximum du côté de Perpignan et de Montpellier. Et les températures en général sur la moitié nord, 18 à 22 degrés l'après-midi donc sur la moitié nord, et de 22 à 28 degrés sur le sud. On s'excuse pour la petite inversion des températures. Et pour lundi après-midi, retour du beau temps presque partout, sauf sur un quart, vraiment un petit quart nord-ouest de la France où le temps restera nuageux. Et oui, et les températures 20 à 28 degrés sur le nord et de 25 à 32 degrés sur le sud, ça remonte, 32 pour Bordeaux ou encore Biarritz. Pour le long terme, cette fois-ci et sans erreur, on va parler du long terme de la météo. Ce soir, avec Paris, les températures seront en dessous des normales de saison entre le 12 et le 14 août. Ensuite, elles seront de nouveau au-dessus des normales de saison le 15 août, en dessous des normales de saison dès le 16 août, et ça restera en dessous des normales normalement jusqu'à la fin août, c'est-à-dire jusqu'au 27 août. Si on regarde, et ça sera même très bas, du côté de la moyenne des scénarios, on voit des températures en dessous des normales de saison, ça suit jusqu'au 15 août, ensuite largement en dessous des normales de saison, en tout cas jusqu'au 22 août. Après, c'est pas sur 100%, puisque la moyenne voit une remontée de saison, en tout cas entre le 23 et le 27 août. A noter que GFS a pété un peu les plombs, on peut dire, puisque les températures seront nettement plus froides que maintenant, alors qu'elles le sont déjà. Actuellement, sur Paris, on a une moyenne de 7 degrés et 850 hectopascales, et pendant cette période froide, je vous dis pas les températures, elles seront de 2,5 à 850 hectopascales, et là on pourrait descendre même en dessous des 15 degrés à Paris pendant cette période. Ça serait vraiment très très frais. À suivre. Niveau précipitations, là aussi des précipitations prévues le 12, ensuite à nouveau de fortes précipitations entre le 14 et le 16, de nouvelles précipitations vers le 17-18 qui se poursuivraient probablement jusqu'au 21 voire 22, et ensuite on aurait enfin l'arrivée d'une zone plus sèche se prolongeant du 25 au 27 août. Eh oui, un temps humide. Et pour nos amis suisses, et également pour le centre-est, on aurait des températures en dessous des normales de saison, en tout cas jusqu'au 14 août. Ensuite, elles seraient légèrement au-dessus de saison le 15 août. Et ensuite, elle baisserait à nouveau en dessous des normales de saison jusqu'au 24 août, voire 25 août. La moyenne principale nous voit une moyenne qui suit tout à fait cette courbe entre le 18 et le 24 août, avec des températures largement en dessous des normales saisonnières. A noter qu'une nouvelle forte baisse est prévue entre le 18 et le 20, avec des températures avoisinant les 5 degrés 850 hectopascales. On pourrait revoir de nouveau la neige à 2000 mètres comme aujourd'hui s'il y a précipitation. Justement, précipitation il y aura. Quelques gouttes sont encore prévues cette nuit avec un passage d'une perturbation qui revient sur nous. Le 16 août, une nouvelle perturbation pourrait passer avec des pluies de 2 à 5 mm. Ensuite, une perturbation plus active entre le 18 et le 19 qui pourrait passer avec jusqu'à 5 mm de prévu. Une petite pause avant la reprise des précipitations entre le 21 et le 22. Et ensuite, une longue pause du 23 au 26 avec possiblement, et là série du 50-50 des précipitations qui pourraient revenir à partir de fin août. Voilà donc pour la météo française sur le long terme. On retrouve notre ami Pierre, toujours présent, pour parler météo des plages. Et oui, rebonsoir tout le monde. Donc demain matin on va retrouver un temps catastrophique sur toutes les côtes du nord jusqu'à la Bretagne. Donc 2-3 gouttes sont à craindre pour la matinée jusqu'à la Vendée, en partant des pays de France. Donc un temps catastrophique demain matin. Températures seront comprises entre 18 et 19 degrés. Sur la côte aquitaine, donc on retrouvera un temps un peu plus lumineux avec 2-3 nuages pour décorer le ciel. Température comprise entre 20 et 21 degrés, pardon. Et sur la Grande Bleue, les températures seront agréables avec un beau et large soleil. Température comprise donc entre 22 et 26 degrés dès le matin.
Et l'après-midi, on va retrouver un peu les mêmes conditions sur le nord, hein, donc avec s'il y a là deux trois gouttes pour le Hauts-de-France, il y aura quand même deux trois éclaircies entre les averses, hein. Et on retrouvera un ciel un peu plus lumineux jusqu'à la Manche. Et là, le temps va se gâter de nouveau pour la pointe bretonne, avec deux trois crachats à craindre pour l'après-midi. Côté température pour le nord seront comprises entre 18 et 20 degrés. Pour l'Aquitaine, on prend les mêmes et on recommence. On retrouvera donc deux, trois nuages sur le bassin aquitain avec un beau et large soleil au pied des Pyrénées. Côté température seront comprises entre 21 et 23 degrés. Et sur la Méditerranée, rien à signaler de toute la journée avec un beau et large soleil toute la journée. Et là, comme tu disais, température comprise entre 24 et 30 degrés tout de même pour la Méditerranée. Donc, de quoi profiter de votre samedi. Côté UV, côté UV, ça se casse forcément la figure sur le nord, hein. Donc, on retrouvera un tout petit 2 sur 10 à la pointe bretonne jusqu'à tout de même 6 pour les mers du nord. Sur l'Aquitaine, on retrouvera donc un petit 1 degré sur la Vendée jusqu'à 8 au pied des Pyrénées. Et pour la Méditerranée, il fera un beau 8 sur 10 toute la journée. Et donc, il va falloir mettre la crème solaire et puis son chapeau pour profiter du soleil. Voilà pour demain, Fred. Merci donc pour ces détails, Pierre. Effectivement, on attendra le retour du soleil et de la chaleur hein, pour se baigner. Puis pour ceux qui sont sur le sud-est, là, il n'y a pas de problème. Allez, écoutez, on va tout de suite passer à l'actu insolite hein, ce soir sur Radio SH. L'actu insolite, alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Eh bien, on va partir du côté de l'Antarctique, donc avec des chercheurs néo-zélandais qui ont fait une découverte improbable dans la glace. Et sais-tu de quoi il s'agit? Bah Non, non, pas pas du du. tout. Alors, ils ont découvert un gâteau vieux de 100 ans. Mhm. Ah, Bon, oui, hein, il devait pas être très appétissant à mon avis. Mais bon, eh ben non. enfermé dans une boîte rectangulaire et parfaitement conservé grâce à son papier, un gâteau aux fruits a été retrouvé par des chercheurs néo-zélandais au Cap Adar, une péninsule de l'Antarctique, lors d'une de leurs expéditions. Il daterait donc d'il y a 100 ans. Ce gâteau aux fruits a été fabriqué par Huntley et Palmers, une pâtisserie britannique mythique fondée en 1822, raconte le site Mashable. Un membre de l'expédition Terra Nova. Selon les chercheurs de cette expédition, le gâteau a probablement voyagé jusqu'en Antarctique grâce à l'expédition Terra Nova, dont la base était située au Cap Adar. Terra Nova, ou officiellement la British Antarctic Expedition 1910, est la plus ambitieuse exploration du continent blanc au XXe siècle. Pardon. C'est la première fois que des hommes arrivaient à atteindre l'Antarctique. Voilà pour cette étonnante découverte. Eh ben merci pour ces détails. Là, on va partir plutôt en Belgique où la confrérie de l'omelette marche sur des œufs. Pas d'omelette sans casser les œufs, bah oui, c'est un dicton hein, totalement sain. Les organisateurs de la traditionnelle omelette géante ont donc multiplié les contrôles en plein scandale. Je n'ai pas eu de mal à trouver des œufs, mais la semaine a été très mouvementée, a confié vendredi Bénédicte Maty, la présidente de la confrérie de l'omelette géante à Malmedy. Ça tombait mal, hein, puisqu'il y avait cette omelette géante, hein, qui est organisée donc depuis plus de 20 ans ce rendez-vous. Et le monument culinaire, hein, quand même, qui se tiendra le 15 août, contient environ 10 000 œufs et plus de 8 000 proviennent d'une ferme à une quarantaine de kilomètres de chez nous. Nous sommes sûrs de la qualité, a expliqué Madame Maty, soulignant que les contrôles sanitaires y étaient effectués régulièrement. Le reste est fourni par 2 chaînes de supermarchés qui sponsorisent l'événement et ne peuvent pas prendre de risques non plus. Les lots qui nous ont été attribués ont tout de suite été vérifiés. Et comparé donc aux listes des lots suspects publiés par les autorités belges, a expliqué Madame Maty. Elle a des certificats, il n'y a pas de problème, a martelé la présidente, jusqu'à peut-être qu'il arrive un problème, hein, n'est-ce pas?
Reste à voir si le public ne sera pas effrayé par le scandale qui a eu fait la une de l'actualité. Malmedy attend plusieurs milliers de visiteurs. L'an passé, près de 7000 personnes étaient venues manger gratuitement leur part d'omelette. Une affluence record. Eh ben oui, on verra bien, hein. C'est une histoire vieille de 40 ans. On rappelle, hein, l'omelette géant de Malmedy est une fête populaire et familiale qui s'inspire d'une tradition lancée il y a plus de 40 ans par un petit village non loin de Toulouse, au sud-ouest de la France, qui voudrait créer une animation. Il existe désormais 7 confréries de l'omelette géante, dont le monde crée au sein de la communauté francophone, 3 en France, qui ont été créées au sein de la communauté francophone, 3 en France, dont une en Nouvelle-Calédonie, et donc une au Canada, ainsi qu'une au Louisiane, aux États-Unis, et une en Argentine, et ça en fait beaucoup, hein. Bah oui, donc c'est une tradition vieille de 40 ans, mais, ouais. Ben peut-être que cette année, les gens auront peut-être peur, hein. On ne sait pas, hein, surtout avec ce qui se passe avec les œufs. Bah ouais, avec tout ce qui se passe avec les œufs, hein, ça c'est quand même dangereux. Alors, est-ce que tu as une autre actu insolite? Non, c'est tout pour ce soir. Eh ben, à Hong Kong, on appelle à limiter la clim des domestiques. Hein, c'est pas de chance, hein. Donc, vous avez le droit de mettre la clim, les gens ont le droit de voir la clim, mais les domestiques n'ont pas le droit de la mettre. Les appels à limiter l'air conditionné pour les employés de maison ont ravivé vendredi le débat sur la maltraitance subie par ces travailleurs émigrés, donc à Hong Kong, hein, parce qu'on veut faire des économies d'énergie. On interdit aux domestiques de mettre la clim. C'est très sympa pour eux quand ils passent l'aspirateur et puis qu'ils ont 30 degrés ou 50 degrés. Ouais, c'est sûr que ça doit être sympa, ouais. Voilà, donc c'est tout pour effectivement l'actu insolite. On va passer au high-tech et j'espère que tu as trouvé quelque chose. Parce que de mon Oui. côté, il n'y a pas grand-chose. Allez, c'est parti pour la tech, le temps de passer le jingle. On le passe 2 fois parce qu'il est tellement court. Voilà. Allez, l'actu high-tech. Jamais 203, non? Eh ouais, c'est ça. Allez, on va parler de Nintendo et donc Switch, donc sa console Switch, qui sont poursuivis en justice. Il est coutume de dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et la Nintendo Switch pourrait connaître un sort similaire. Malgré des ventes records et un engouement toujours aussi impressionnant pour la console hybride de Nintendo, celle-ci fait face à un nouveau coup dur après les ruptures de stock. En effet, il est accessoiriste, donc Game Vice, a porté plainte contre le constructeur japonais pour utilisation frauduleuse des brevets leur appartenant. La Nintendo Switch n'est pas la première console tablette de l'histoire. La Nvidia Shield a précédé la machine de Nintendo et le partenariat entre les deux constructeurs n'a fait que confirmer leur stratégie mutuelle sur le marché du jeu vidéo en mobilité. Cependant, un autre acteur dans ce domaine s'est distingué dès 2013 avec la sortie du Wikipad. 7 pouces et une tablette hybride donc détachable d'un socle servant de manette. Selon la plainte déposée par GameVice, la Nintendo Switch, son design et ses jeux Joy-Con détachables sont bien trop proches du Wikipad avec son contrôleur détachable et sa tablette autonome. Ce dernier réclame donc des dommages et intérêts, mais également l'arrêt pur et simple des ventes de Switch à travers le monde. Si le tribunal déclarait coupable Nintendo, cela signifierait tout simplement la fin de la Switch. Cependant, ce cas de figure paraît peu probable, et les plaintes pour vol de brevet se terminant bien souvent par un non-lieu ou une compensation financière. Affaire à suivre donc pour Nintendo Switch. Voilà. Eh ben ouais, effectivement. Donc est-ce que tu as une autre actu insolite avant qu'on close cette émission? Bah ouais, Eh 21 ben non, minutes. c'était la seule, hein. Je n'ai pas trouvé grand-chose non plus de mon côté. Ah ben oui, donc effectivement on rappelle vite fait que le nouveau iPhone 8 aura théoriquement une reconnaissance des visages, hein, qui permettra effectivement de vous reconnaître. Il y aura peut-être plus d'empreintes digitales cette fois-ci. Voilà donc pour cette fois-ci. Et on a terminé l'émission. On vous rappelle que pour l'instant on n'a pas de libre antenne de crise, sinon voilà, c'est pour ça qu'on serait déjà largement en retard. Par contre, vous aurez dès la semaine prochaine, c'est pas encore prêt, normalement le retour de la country, le temps de vous acheter quelques disques et surtout de les mettre en ligne pour que vous pouvez en profiter, pardon, ça va mal. Et donc effectivement retour des contrées américaines et des grandes plaines. Et si vous avez des idées sur la country, que vous voulez passer quelques morceaux, ben c'est bienvenu, vous pouvez nous proposer quelques titres sur notre page Facebook. Voilà.
Et ce soir, nous étions en compagnie de notre ami Pierre. Merci à toi d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Fred, et bon week-end. Bon week-end également à nos auditeurs et on se quitte sans oublier nos annonceurs et partenaires de toujours, laterredufutur.com qui est un forum, un site météo également sur la météo, la climatologie et la géologie de votre chère planète avec une équipe sympathique qui vous aidera à faire vos premiers pas dans le monde du climat et de la météo. Ensuite, Québec Stormwatch, même site météo et forum qui vous propose plutôt des informations sur l'Amérique du Nord et le Canada. Mais c'est gratuit, vous pouvez vous inscrire. Également donc partenaires, on n'oublie pas, nos amis de Passion Nature et Terre en Colère qui vous proposent un site 2 en 1 sur le climat, la météo et bien entendu sur la photographie, qui vous propose des photographies de phénomènes naturels sur la nature ou bien encore animal. Météo France vous propose des cartes de prévision mais également une carte interactive de toutes les stations météo automatiques. Et on termine par charisma-boutique.com ce soir qui vous propose de la lingerie féminine de mode. C'est une online boutique et à des prix donc tout à fait concurrentiels. Vous pouvez également trouver sur ce site des accessoires érotiques si vous voulez pimenter votre vie affective, sexuelle et compagnie. Voilà donc ce soir, si vous voulez devenir partenaire de Radio SH ou bien membre, c'est encore mieux, et bien vous nous écrivez à info@radiosh.com, info@radiosh.com. Comme chaque soir, et oui, on se quitte avec notre Trevor Rabin habituel, et oui, c'est Armageddon, ben non, c'est pas pour demain encore, même qu'on l'annonce pour septembre-octobre, mais on vous rassure, ça ne devrait pas le faire. Allez, tout de suite, Trevor Rabin, Lunch. Merci à tous et très bon week-end sur votre radio. Merci à tous d'avoir suivi aussi nombreux notre émission Astro Météo. On se retrouve lundi pour de nouvelles aventures climato, météo et info. Bonne soirée à tous et bon week-end.